Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Diaspora Plus, l'émission qui met en lumière les talents, les parcours et les visions des acteurs de notre diaspora. Aujourd'hui, nous tournons les projecteurs pour braquer la lumière sur ceux qui habituellement éclairent les autres, nos journalistes et créateurs médiatiques. Ces professionnels nous informent, nous divertissent et nous inspirent à travers leurs reportages, leurs analyses et leurs œuvres. Ils seront 6 aujourd'hui à nous rejoindre sur ce plateau de Diaspora Plus. Marie-Alfred Goma, journaliste des Dépêches internationales de Brazzaville, journaliste chevronné qui décrypte l'actualité mondiale avec un œil critique. Carmen Févillier, journaliste en climat des affaires, expert en économie, qui nous éclaire sur les grandes tendances et les défis financiers actuel. Prince Bafolo, journaliste culturel, voyageur infatigable qui explore les cultures du monde entier. Nous aurons aussi sur ce plateau Sir Makosso de Ziana TV, la chaîne de télévision qui suscite débats et réflexions. Nous recevrons aussi Anthony Mouyongi, journaliste de Ziana TV, qui viendra aussi nous parler de sa carrière. Yann Akomo, réalisateur et caméraman, toujours à l'affût, et Franck Poss, représentant du Conseil supérieur de la communication ici en France. Ensemble, nous allons découvrir les faits marquants de 2024 à travers leur prisme, plonger dans leur parcours inspirant et explorer leurs ambitions pour l'avenir. Installez-vous confortablement. L'émission Diaspora Plus commence maintenant. Messieurs, madame, bonjour. Bonjour. Bonjour Peggy. Comment ça va? Bonne année. Merci. Bonne année. Bonne année. Alors déjà, une question d'échauffement, comment s'est passée la bonne année? Est-ce que vous êtes resté sur place, vous êtes déplacé? Alors moi je suis resté sur place en famille. En famille, ça tranquille? s'est plutôt très bien passé, tranquille comme on dirait. Sire, moi j'ai bougé un peu, juste dans la région, j'étais chez des amis aussi en famille. D'accord. Marie-Alfred? Oui, une transition 2024-2025 en douce, Oui. dans mon lit. Dans le lit. Tranquille. Tranquille quand même. Alors moi c'était, non, je suis restée à Paris, c'était en famille, j'ai passé de belles fêtes de fin d'année assez exceptionnelles. D'accord. Ok, ben je suis très heureuse. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation parce qu'il faut le dire, il faut beaucoup d'humilité pour accepter d'être reçu et de répondre à l'invitation d'une collègue journaliste. Moi, je me disais qu'il y allait, vous n'allez pas peut-être venir. Hein. Non, mais d'habitude, c'est vous qui mettez la lumière sur les autres. C'est toujours difficile d'être dans de l'autre parler de soi. Voilà. Voilà, c'est ça, parce que je vais essayer de vous tirer les verres du nez. Je vais essayer, hein, parce que je sais que vous êtes professionnel de la communication aussi, de l'information, et que sûrement vous n'allez pas peut-être vouloir tout dire. Hein. Marie-Alfred, par exemple, on imagine toujours que Marie-Alfred était une femme. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde va savoir que Marie-Alfred est un homme. Marie-Alfred Goma, journaliste des Dépêches de Brazzaville. Marie-Alfred, dis-moi. Alors, c'est vraiment un monsieur. Oui, parce que très souvent c'est des anecdotes. Je continue à recevoir d'ailleurs chez moi du courrier avec madame Marie-Alfred Goma. C'est peut-être une parenthèse que je vais ouvrir et la fermer rapidement, parce que nous, au niveau du nom au Congo, c'est assez spécial. Alors là, c'était insolite, parce que mon père, enfin mes parents, ont prié la Sainte Vierge Marie pendant 9 ans. Ils n'avaient pas de gosse, ils ont prié la Sainte Vierge Marie pendant 9 ans, et le fait d'avoir un enfant, ils se sont dit, fille ou garçon, ça sera Marie. Alors, au Congo, on ne se préoccupe pas du premier prénom ou deuxième prénom. Et c'est quand je suis arrivé en France, sur l'acte de naissance, c'est bien écrit Marie-Alfred. Je me suis dit, mais monsieur, vous vous appelez Marie? Je dis, non, je m'appelle Alfred. Parce qu'au Congo, on va toujours appeler Alfred. Ah, d'accord. Et là, ici, en France, depuis que je suis là, ça fait belle lurette. Et c'est le premier prénom qui compte. Donc, le contexte de... Ah, parce que c'est pas un prénom composé. Ah non, c'est pas... C'est pas un prénom composé. Et Alfred. Il n'y a pas de prénom. On dit toujours Marie-Alfred. Ah, j'ai toujours pensé que c'était... Moi, j'ai pensé. Marie, le premier prénom, et deuxième prénom, Alfred. Et ici en France... Donc, c'est ce contexte-là, voilà la petite histoire. Révélation. Révélation 2025. Mais tu préfères qu'on t'appelle Marie, tout court, enfin Alfred sûrement, mais quand on dit Marie-Alfred, tu te reconnais quand même. Non, moi je m'appelle Ngoma. D'accord, ça c'est autre chose. Alors, comme je t'ai eu... Donc, c'est bien un homme, c'est bien, effectivement, on porte les pronoms qu'on a reçus de nos parents. Mais
Sinon, pour avoir connu un peu la période de l'authenticité, oui. C'est le nom qui est le plus important. Les gens m'appellent plus Ngoma, Ngwete. D'accord, Ngoma, Ngwete. Voilà. D'accord, donc vous savez tout maintenant. Est-ce que là tu me perturbes un peu en fait. Donc j'appelle Marie-Alfred ou je continue? Oui, bien sûr. Je peux toujours dire Marie-Alfred. Bien sûr. Je signe tous mes papiers. Parce que je t'appelle comme ça depuis 2015. Hein. Donc, je signe tous mes papiers de dépêche de Brazzaville, Marie-Alfred Ngoma. Je n'ai jamais écrit autrement que Marie-Alfred Ngoma. Donc, bon, justement, Marie-Alfred Ngoma, comment est-ce que tu atterris? Je me permets de te tutoyer puisque on se connaît tous hein, sur le plateau. Comment est-ce que tu atterris justement dans le journalisme? Comment est-ce que tu atterris là? C'est toute une histoire. C'est une rencontre avec Jean-Paul Pigas. Oui. J'étais sur le point de rentrer. C'était une qui est le propriétaire des Dépêches de Brazzaville, justement. J'étais sur le point de la partie comptable. Je suis comptable à l'origine. J'ai été chef comptable au Novotel Pointe-Noire. Donc la partie comptable dont je m'occupais ici, à Atos Origine, dans SEMA, après Atos Origine, qui affiche les résultats des Jeux Olympiques. La partie dont je m'occupais était cédée en Pologne. J'ai été formé d'ailleurs les Polonaises là-bas sur place et j'étais sur le point de rentrer au Congo quand j'ai rencontré Jean-Paul Pigas. Il m'a dit, j'ouvre la librairie Galerie Congo, tu vas t'en occuper. J'ai dit, je ne suis pas libraire, comment ça se fait que je vais me retrouver devant... Il dit, non, on va faire ensemble, il n'y a pas de problème. Et comme il fallait rendre compte des actualités de la librairie, il fallait écrire, et là, il a dit, voilà, en plus tu écris très bien, je pense qu'on peut faire de telle sorte que tu puisses faire des dépêches de Brazzaville. Et donc c'est parti, et c'était un coup de maître. C'est un peu comme l'autre qui faisait de la prose sans le savoir. D'accord. Donc aujourd'hui, vous m'avez soutenu, je dis vous, et Guy, hein, parce que vous m'avez dit qu'effectivement, il y avait une belle plume, il y avait des choses à dire. Oui. D'ailleurs, on s'inspire beaucoup de tes écrits pour nos reportages et notre actualité. Hein. Et puis, j'ai rencontré, dans mes voyages, par exemple, au niveau de Brazzaville, quand on rencontre des étudiants qui sont en journalisme, qui vous disent « Ah, monsieur, je m'inspire de vos écrits pour faire mes devoirs et tout », ça fait plaisir, voilà. Donc, de la comptabilité, je suis passé au journalisme. Je n'ai rien à voir avec vous. Et donc tu es arrivé, mais voilà, donc par définition en fait, hein, c'est ça. Hein. Oui, au final. C'est la reconversion en fait. D'accord, une belle reconversion par contre. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, c'est là où je vais inciter les parents. Souvent, quand l'enfant excelle dans un domaine, le dessin par exemple, comme l'autre, qui est devenu Guy des Graines, voilà. Il faut encourager les enfants dans l'orientation, dans ce qu'ils savent faire. Parce qu'on a toujours voulu que les enfants soient des docteurs, pilotes, des avocats. Journalistes. Journalistes, pas vraiment, mais quand on excelle dans un domaine, il faut l'encourager. D'accord. Comme moi, déjà à l'école, j'étais déjà celui qui faisait, comme mon père était instituteur, il me faisait faire des dictées de CM2 alors que j'étais au cours moyen élémentaire. Et aux anciens, ça va parler pour vous, puisqu'on faisait la dictée. Quand on faisait 0 faute, pour un enfant qui est dans une classe inférieure, c'était déjà des références. Donc c'est ça. Le journalisme, c'est ça aussi. C'est le fait de bien écrire. Ça peut inciter à d'autres choses que de vouloir le mettre dans un domaine où ça va être difficile. Ça va être très difficile. D'accord. Enfin, peut-être pas difficile, mais bon, autre que... Voilà. D'accord, tu regardes un peu comme ça. Voilà, tout à fait. Alors, donc, je suis arrivé par hasard vraiment... dans le journalisme. Alors que à l'époque, on aurait bien pu... déjà t'orienter vers... D'accord. Et Carmen, comment tu arrives? C'est à peu près comme Marie-Alfred, c'est une reconversion. Et Carmen, moi, je te connais depuis bien longtemps. Mais dis-moi. Oh ouais, où ça? C'est pas la fac? Bah oui, comme... C'était la Miss fac. Voilà comment c'est incroyable la vie. Hein. Bah oui, ça montre que j'ai pas fait des études de journalisme. Oui. J'ai pas fait des études. Exactement, c'était de droit. Allez. De droit. Vas-y, je te donne la parole justement. Des études de droit, donc j'ai fait droit des affaires.
J'ai fait droit des affaires, j'ai pratiqué. J'ai pratiqué le droit des affaires au cabinet EY à Brazzaville. Et voilà. Et quand je suis la force des choses, par la force des choses, je me suis retrouvée en France. Et là, je recherchais un emploi. Je suis tombée sur Marie-Alfred. Voilà. Marie-Alfred qui m'a guidée vers les dépêches de Brazzaville, qui recherchait une personne qui connaissait le terrain congolais. D'accord. Oui, qui connaissait le terrain congolais. Et moi, je me souviens, j'avais dit à Bénédicte de Capelle, moi je suis juriste, je ne suis pas journaliste. Elle me dit, ne t'en fais pas, on va te former. D'accord. Donc voilà comment je suis devenue journaliste. Et c'est un travail, vraiment, c'est une fonction que j'aime beaucoup. Et ça me permet en fait, je m'exprime entièrement entre le droit et le journalisme. D'accord. Voilà. Et tu t'es spécialisée justement dans le domaine... Oui, le domaine des affaires, parce qu'à la base, je suis juriste d'affaires. D'accord. Et j'avais vu qu'il y avait un besoin de communication sur ça. Oui. D'accord. Okay. D'accord. Alors, Prince. Marie-Alfred disait tout à l'heure qu'il n'a rien à voir avec nous. Mais pourtant. Première reconversion. Alors moi j'ai un lien avec Marie-Alfred puisque j'ai fait des études de comptabilité. Voilà, révélation. J'ai un parcours assez atypique. J'ai un bac comptabilité et gestion et une première année de droit à l'université Marion-Gouabi. Je le découvre. Ensuite, donc, il était question que je parte au Canada pour suivre mes études de droit, donc avec une escale à Cotonou, en attendant que toute la procédure au niveau de l'université se fasse. Et finalement, je suis plus jamais parti. Et c'est comme ça que je décide d'aller demander des stages, parce que je suis quelqu'un qui aime pas rester oisif à la maison comme ça, à rien faire. Et donc, je passe un coup de fil à ma grande sœur. Je lui dis, mais en attendant l'inscription au Canada, je vais aller m'inscrire à l'université pour poursuivre mes études. Elle me fait, non, mais tu vas pas étudier au Bénin. Tu viens au Canada dans une école prestigieuse, etc. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc là, je vais demander des stages. Et coup de chance, j'ai un stage. Par contre, moi, je voulais faire un stage en animation radio. Et le directeur me dit, j'ai plus de place. Par contre, je te propose une place à la rédaction. Je dis, mais moi, je suis pas journaliste, j'ai jamais fait ça. Moi, je vais animer. Il me dit, moi, j'ai pas de place. Et là, j'ai une réunion dans 5 minutes. Décidez-vous. Soit vous repartez chez vous, soit je vous accorde un stage à la rédaction. Et c'est comme ça que je me dis, tant qu'à faire, je vais faire du journalisme, je vais voir ce que c'est. Et c'est en allant à mon premier reportage que je découvre que c'est ma passion. Voilà, le fait d'aller rencontrer des gens, d'essayer de défendre d'une autre façon les gens. Je voulais être avocat. D'accord. Je me suis rendu compte qu'avec le journalisme... Comptable à avocat, quoi. Voilà. Je me suis rendu compte qu'en étant journaliste, je défendais d'une autre manière les gens, parce que j'allais m'enquérir de leur situation, et comme ça, je les rendais publics dans les reportages. Je me suis dit, mais c'est formidable ce métier, c'est comme ça que je suis devenu journaliste. D'accord, et aujourd'hui, donc journaliste, tu es sur RFI? En ce moment, sur RFI, oui, je suis passé par Télé Sud entre-temps, j'ai été correspondant Africa 24 au Congo, et bien avant, donc, j'ai commencé ma carrière au Bénin. Ensuite, je suis resté 2 ans au Bénin, je travaillais dans une radio, et je suis rentré au Congo en 2007. J'ai fait 3-4 stages en télé, notamment DVS+, où j'ai rencontré Anthony Mouyongi, qui était le coordonnateur de la rédaction, qui sera là sur le plateau tout à l'heure. Et j'ai terminé rédacteur en chef de MNTV à Brazzaville. D'accord, super. Ça n'a pas terminé. Ah mais non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Enfin, j'allais dire pour la partie Congo, mais c'est vrai que ça s'est même pas terminé là, puisque j'ai été correspondant Africa 24 au Congo. Voilà. Et j'ai terminé pour la partie Congo là. Ensuite, je suis arrivé en France. Je découvre aussi. C'est cela, j'ai commis en 2020 un livre sur la Covid. Ah d'accord, ok. Non, mais il faut ajouter aussi quand même que tu as fait le reportage sur l'hémicycle. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on complète à sa place aussi. Il était moins modeste, je pense. Il n'aime pas trop parler de lui, donc il oublie des choses. C'est vrai que lorsqu'on est habitué à poser des questions, c'est toujours... Oui, c'est ça. Maintenant, il faut... J'en parle parce que comme j'écris là-dessus en disant que Prince Mafolo a fait l'hémicycle. Je te remercie beaucoup, Marie-Alfred. Effectivement, en 2018, j'ai lancé un site internet qui s'appelle Hémicycle d'Afrique. C'est le premier média panafricain consacré à l'actualité des
parlements et les conseils municipaux d'Afrique. L'idée est simplement de vulgariser les lois qui sont votées dans les assemblées pour le bénéfice des populations, mais qui ne sont jamais vulgarisées, ou presque pas d'ailleurs. Donc l'idée. Et tu continues justement avec ça? Alors non, en ce moment il est en veille, mais le projet est toujours d'actualité. On va relancer là. On a un problème de financement parce que c'est pas évident, mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je suis admiratif là-dessus. Merci. Les gens qui font les lois justement, et puis après une façon de le vulgariser. Exactement. C'est ça, c'est la vulgarisation. C'est la vulgarisation qui manque. Pédagogique et tout ça, mettre la lumière sur les députés. C'est ça. D'accord. Alors, Simakoso, Ziana TV, comment ça commence cette aventure déjà? Comment tu arrives dans la télévision? Ce qui est sûr, mon parcours ne sera pas original, puisque tout ceci, avant de débarquer un peu par hasard dans ce milieu, moi j'ai d'abord commencé par un journal papier que j'ai créé qui s'appelait Basango. Et comme je suis... Je me souviens, hein. Voilà. Donc, en plus j'étais venu à Pointe-Noire, on en avait parlé. Et donc, après Basango, et comme je suis en alerte très souvent sur tout ce qui est nouvelle technologie. Et donc, on s'est dit à un moment donné qu'il fallait qu'on reste sur le net. Et donc, j'ai créé pas mal de sites internet. Et pendant les activités de la diaspora, je rencontre un homme qui est Kumunga Koso, qui lui, à l'époque, avait une web TV, enfin, c'était pas web TV, il avait une télévision qui s'appelait Brazza TV. Et donc, on se rencontre lors d'une réunion, d'une manifestation, je pense que Marie-Alfred était là. Et Koumou, il avait compris que j'avais une belle plume, puisqu'à travers Basango que j'avais créé, ça me permettait d'avoir une certaine aisance dans l'écriture. Il avait aussi constaté que je pouvais m'exprimer aisément sans trop de soucis. Alors, il m'a demandé, écoute, moi j'ai une caméra, toi tu parles bien, écoute, viens devant, comme ça je vais te filmer. Donc on a commencé un peu comme ça, et en avançant on s'est rendu compte que Brazza TV c'était assez réducteur, donc c'est bon, on va créer un projet qui va être un peu plus large, qui va rester dans l'univers des Congolais, mais en allant chercher, je dirais, les Congolais des deux bords, et pourquoi pas toutes les diasporas. Et donc c'est pour ça qu'on crée Ziana TV. Et qui nous permet aujourd'hui d'être présents non seulement sur l'actualité des diasporas ici, mais aussi sur l'actualité du Congo. Voilà. Ça veut dire quoi, Ziana? Alors, Ziana, il faut... Non, mais c'est très intéressant. C'est un truc, souvent les gens, souvent ces projets-là, on a besoin d'avoir une appellation qu'on comprenne toujours. Alors, Ziana, c'est en fait le diminutif de Parisiana. À l'époque, nous avions un grand chanteur qui s'appelle tout, je ne sais pas s'il est toujours décédé, Angélus Chevauché, qui avait chanté Ziana. Et quand on crée la chaîne avec Kumunga Koso, on s'est dit, on va donner Brazza TV, c'est un peu trop réducteur Brazza, on dit on va chercher, puisque les Ziana, en fait, que ce soit du côté de Kin ou de Brazza, normalement, tous ceux qui sont à Paris, c'est des Ziana. Voilà. La Ziana, des choses comme ça, c'est bon. Des Parisiens. Des Parisiens, voilà, c'est ça, c'est des Parisiens. Et par extrapolation, on dit, ça concerne toute la diaspora. C'était pas très joli, c'était Ziana, mais Ziana, c'est... Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on parle de Ziana TV. D'accord, mais dis donc, super. C'est intéressant de découvrir les parcours des uns des autres, comment est-ce qu'on atterrit justement dans ce domaine d'activité. Et par rapport à tout ce que vous venez de me dire, est-ce qu'il y a un fait marquant dans votre carrière qui vous revient? Comme ça. Une rencontre. C'est une bonne question. Une activité. Pas de 2024, mais quelque chose qui a marqué votre carrière. Vous dites, là, c'était un événement. Vas-y, Carmen. Moi, c'était quand j'ai commencé avec les dépêches de Brazzaville, justement. Et c'était au temps où Jacques Chirac venait de créer sa fondation. Et donc, on y allait à un événement avec la directrice internationale. Et avant que le président n'entre, il fallait qu'on se positionne juste à l'entrée. Et donc, le protocole me disait, non, il faut que vous vous mettiez du côté gauche, parce que le président, quand il va entrer, il va saluer les gens du côté gauche. Et moi, j'étais du côté droit. Voilà. Et la directrice internationale me dit, mais Carmen, viens par ici. Et trop tard pour moi, quand le président est arrivé, il saluait du côté gauche. Et puis il est venu vers moi, il m'a salué. Tout le monde a été toute seule. Oui. Tout le monde a été surpris. Ça, c'était un fait marquant. Et puis ça a continué avec. Jacques Chirac, quand même. Il est courtois. Ah bah oui. Très courtois, comme il fut courtois. C'était au Quai Branly. Non, c'était pas au Quai Branly.
C'était pas ok. C'est pas- Et Marie-Alfred, toi, un point, un événement marquant, quelque chose? Oui, on fait plusieurs, mais bon, Oui. on va retenir le fait que je... C'est vrai que je ne peux pas résumer une Oui, carrière. voilà. J'ai oui. commencé donc au Dépêche de Brazzaville quand j'étais à Copenhague Oui. et il fallait distribuer le journal Les Dépêches de Brazzaville sous la neige. Mhm. Ah ouais. Donc, j'ai distribué le journal sous la neige et là, j'ai vu une meute pas des journalistes, mais c'était des Asiatiques qui étaient là sûrement, qui se sont mis à filmer et à me photographier. Ah oui. Voilà, donc c'est un fait majeur quoi, pour moi. Ils voyaient un noir sous la neige, les Avec Dépêches les de Brazzaville, Oui. en train de distribuer, ils ne comprenaient pas quoi. Ils se disaient, D'accord. mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et ça t'avait perturbé, ça t'avait amusé? Non, ça non, t'avait non, fait non, quoi? du tout. J'étais vraiment étonné que les gens puissent s'intéresser à moi. Marie-Alfred, Comme d'habitude, voyons. je vais mettre la lumière sur les autres. Voilà. Je rappelle que Marie-Alfred, c'est celui qui reçoit dans la diaspora. Il connaît tout le monde dans la C'est une diaspora. bibliothèque. C'est Ah oui, c'est le une bibliothèque répertoire. vivante. C'est le Il dictionnaire. connaît tous ceux qui passent par là. Moi, je me rappelle que la première fois quand on s'est rencontrés, c'est en 2015. Je venais de tourner une émission, à l'époque, ça s'appelait À la Une. Et c'était aux galeries, je pense, c'était à la bibliothèque. Là. Oui, la librairie. Voilà, la librairie. Voilà, la librairie. La rue Vanou. Voilà, là, avec Cyril Bassoka. Voilà. Exactement. Avec Cyril Ah, Bassoka, personnel. voilà. Un grand Personnel. culturel et tout. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et on m'a dit, si tu arrives à Paris, c'est Marie-Alfred qui est le rond-point, le chemin par lequel tu dois passer. Effectivement, Voilà. effectivement, parce que puis, bon, là, on vient de voir les parcours ici, Oui. que ce soit Carmen, nous sommes 4, Oui. et que ce soit Carmen, le prince, ici, Cyr, il y a un lien au niveau comme quoi on doit travailler ensemble. Oui, et on s'est doit rencontrés travailler où, Marie-Alfred? en synergie. Carmen, demande où est-ce que vous êtes rencontrés. Ah, c'était au cran, Marie-Alfred. Ah oui, mais ça c'est une autre vie. Voilà. Lancement du cran en 2005. Ah, d'accord. Ok. Alors, Prince, et toi? Alors, il y en a plusieurs, mais si je dois retenir un fait, c'est la couverture de Rio plus 20, le sommet des Nations Unies sur le développement durable que j'ai couvert pour le compte de Canal France International avec Amobé en Oui, mais Benguet, plusieurs médias internationaux. C'était en 2012. Oui. J'ai 31 ans, c'est là je débarque dans un environnement où il y a tous les chefs d'État du monde. C'est Je suis impressionnant. impressionnant de rencontrer Ban Ki-moon en face de moi. Wow. C'est impressionnant. Et à ce voyage-là, on doit interviewer le président Sassou. D'ailleurs, l'équipe de Canal France doit interviewer le président Sassou. Et je suis sélectionné pour l'interviewer. Wow. Et donc, j'ai le cœur comment on qui est bat comme ça? pendant des C'est-à-dire, on a déjà des préparé les semaines. questionnaires, comment on est? Et on te donne la tâche. Oui, on prépare les portes- questionnaires, on prépare Ouais. les thèmes, et puis en tout cas moi c'est le rédacteur en chef qui m'avait demandé de faire ce travail. Alors je ne sais pas s'il avait transmis à l'équipe de communication du président, ça je ne sais pas. Mais en tout cas moi j'avais les thèmes, semble-t-il l'équipe de communication du président avait les thèmes aussi. Donc moi j'ai le cœur qui battait, parce que bon c'est quand même le président. Ah bah oui. Et malheureusement l'interview est annulée à la veille, parce que le président Denis Sassou Nguesso a un coup de fatigue. Oui. Donc l'interview est annulée. Mais le simple fait d'être dans cet environnement, d'être entre guillemets propulsé à ce niveau-là, Ouais. et d'être emmené à interviewer, en tout cas dans ce projet, pour moi c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Voilà, c'est l'un des faits marquants de ma carrière. D'accord. Et Cyr? Alors moi, c'est assez particulier aussi. C'est la première rencontre que j'ai eue avec Marc Mapingo. Il faut dire que quand on lance un TV à Paris, ça a intrigué beaucoup de gens, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux du pouvoir. Et au niveau de l'opposition, les gens me disaient, ben voilà, c'est une télé que ça serait d'installer à Paris parce que avant, les gens là, on les voit avec des micros, avec des trucs, c'est un peu bizarre. Donc n'y allez pas, leurs micros sont empoisonnés, n'allez pas sur Ziana TV. Non. Dans Tact. Mais nous avions forcé les événements, on y allait, et un jour, du côté de la gare du Nord, il y avait donc un événement politique, où nous sommes dans les années 2013-2014, où ça chauffe au Congo, et on me dit, ben voilà, il est là-bas, c'est Marc Mapingo. Je vais l'approcher, je dis, ben voilà, monsieur Mapingo, bonjour, écoutez, l'événement vient de terminer, je vais vous interviewer. Il dit, d'accord, on va s'installer. Et donc, ce jour-là, Marc Mapingo, père son âme, tout le monde le connaissait, il avait quand même une place très importante. Ici, on sait tout le travail qu'il a fait aux côtés du président d'Issoba, et il accepte l'interview. On fait l'interview, pour moi, c'était l'interview qu'il me fallait. Et à partir de cette interview,
tout s'est complètement débloqué, puisque Marc, le lendemain, il était toujours vivant, il avait le même micro, et après, il a continué à venir sur Diana TV pour chaque année afin d'échanger avec nous. Voilà. Donc c'est vraiment une rencontre, une interview qui m'a permis d'avoir les gens de l'opposition afin qu'ils répondent dans nos micros. Sinon, ils nous toléraient dans leurs événements, mais pas nous accorder des interviews. Et c'est Marc le premier. À cause des micros. Mais justement, comme j'étais sur le plateau, on peut quand même parler de la matinale. Oui. Hein, on peut quand même parler de la matinale. Si je parle pas de la matinale, ça veut dire que je... Mais c'est pas moi l'animateur de la matinale. Non, c'est pas moi qui anime la matinale. Et tu es le promoteur de la chaîne. Tout à fait. Alors, c'est quoi cette matinale-là? Parce que j'entends parler, j'ai des parents qui m'appellent, si la matinale n'a pas dit, c'est que c'est pas vrai. Tout ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est cette émission matinale-là? Alors, il faut dire que la matinale, c'est avant tout un défi. Un défi qui a été lancé et relevé par un homme, c'est Brice Landry Deco. Nous travaillons déjà avec lui dans le cadre du 17h dimanche, donc un programme qui passe le dimanche à 17h. Parce qu'il y a d'autres émissions aussi. Oui, il y a d'autres émissions, oui. Et donc, un jour, il me dit, écoute, moi je veux qu'on ait une émission qui puisse avoir un impact sur l'opinion. Je dis, d'accord. À quelle heure? Il me dit à 7h. Il dit, putain, attends, tu rêves ou quoi? Une émission, alors que nous, la Web TV, on prend un peu le temps, on est là, on fait des trucs le soir, je sais pas à quelle heure, mais pas un programme qui va avoir lieu à 7h. Il dit, si, on peut. Je lui dis, ok, mais écoute mon gars, on va y aller. Donc, à ce moment-là, on prend le temps, ça a pris quasiment une année pour lancer cette émission, mais comment est-ce qu'on va la préparer? Qu'est-ce qu'on va dire dans cette émission? À 7 heures, nous savons que nous sommes tous, notamment nous qui sommes ici dans la diaspora, en train de nous chercher, en train de nous préparer. Les matinales que nous avons dans les chaînes classiques, c'est des choses qui sont rodées, mais nous sommes sur un modèle qui est quand même web et on n'a pas l'habitude d'avoir des émissions matinales à 7 heures. Il me dit, écoute, on va essayer. Donc nous avons pris le temps de construire des graphiques, on s'est dit, écoute, comme c'est à 7 heures, ça va se faire en 15 minutes. Oui, d'accord, on commence en 15 minutes. Bon, on est passé de 15 minutes à 3 heures aujourd'hui, parfois 4 heures. Et c'est vraiment d'abord un défi personnel et la ligne éditoriale a aussi évolué. La ligne éditoriale a aussi évolué, mais c'est d'abord un défi personnel, c'est le Brice Landry Deco. Et moi, j'étais là, en fait, pour dire, écoutez, pour accompagner. Et finalement, c'est un défi qu'il a relevé. Et ça reste un programme qui draine du monde tous les jours. D'accord. Et vous en pensez quoi, vous, en général? Vous suivez aussi de temps en temps? Oui, en fait, je suis à Brazzaville quand je me retrouve dans un milieu populaire. Un milieu populaire. On me dit, mais ah là là, est-ce que vous avez écouté la matinale de ce matin? Je dis, ah, mais j'ai raté. Et jusqu'au point où ils m'ont dit, mais moi, j'écoute plus RFI. Le matin, j'écoute plus RFI, j'écoute la matinale. Dis donc. C'est un bel hommage quand même pour votre émission. C'est devenu une référence. Et puis, dans le même contexte, j'ai ma propre sœur qui m'a dit, mais écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que on vient de me couper l'abonnement, il faut que je suive à tout prix la matinale. Donc je peux multiplier comme ça, les points de vue. Je pense qu'aujourd'hui la matinale a fait sa place. Et maintenant c'est un contest. Voilà. Maintenant, comment, moi je voulais savoir, avant qu'on passe à autre chose, comment vous assurez de la véracité des faits? Parce que des fois, c'est un peu compliqué pour ce genre d'histoire. S'assurer de la véracité, mais disons que c'est énorme. Parce que quand même, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, si je peux me permettre un point de vue, une critique professionnelle, c'est vrai que souvent on va comme ça donner des informations qui sont pas forcément vraies parce que derrière il y a des personnes qui vont appeler pour dire non, c'était une fausse information, c'est pas si. Après c'est toujours compliqué lorsqu'on est dans ce genre de format là sur le web et une matinale qui passe tous les jours à partir de 7h, de recouper. Je pense que Brice Landry Deco doit avoir pas forcément des correspondants, mais des personnes... des hommes et des femmes de l'ombre. Des hommes et des femmes de l'ombre, voilà comme on les appelle, qui envoient des messages. Il n'a pas toujours le temps de vérifier. Et donc parfois comme ça, il y a des informations qui sont données qui ne sont pas forcément vraies, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il corrige, il se corrige toujours lorsqu'on lui
on lui dit que cette information n'est pas vraie, bah, il se recorrige toujours en disant hier j'ai raconté une histoire qui est fausse ou j'ai donné une information approximative, ben, voici la vraie version. Oui. Donc je pense que c'est humain de se tromper, même quand on vérifie on peut se tromper parce qu'on n'est toujours pas sûr de la personne en face, mais l'honnêteté intellectuelle veut qu'on puisse dire qu'on s'est trompé. Je pense que c'est bien de le faire. Après, peut-être que si... Oui, alors, il faut dire une chose, c'est que c'est un programme hybride. C'est pas un programme classique en disant, bon, on vient, tout est calé, on fait, non. Déjà, la préparation de la matinale, c'est une préparation qui est assez spéciale, étant donné que c'est entre 5h et 7h que tout est préparé. Et tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et il faut dire une chose, c'est que quand on parle de véracité, en même temps, il faut plus ou moins relativiser et non pas être exigeant dans la vérité en tant que telle. Parce que quand nous parlons, par exemple, d'un sujet concernant M. Okana qui avait violé sa belle-fille, ben, on a des éléments. D'accord. Vous avez déjà des éléments. Nous avons des éléments. En fait, c'était souvent parce que ça surprend en fait que cette affaire sorte. Alors que c'est une affaire qui était étouffée, qui avait commencé un peu plus longtemps. De plus en plus maintenant avec le web, les affaires elles resteront plus. C'est devenu un village. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et souvent quand on les sort, les gens sont quasiment stupéfaits. Et la plupart du temps, c'est toujours, notamment pour les personnes concernées, quand ils lui disent ah non ce qu'il raconte c'est faux. Mais il faut savoir encore une autre chose, c'est que dans ce type de programme, il faut avoir une dose d'extrapolation si on veut protéger les sources. D'accord. Parce qu'il y a des informations où on peut tout de suite se rendre compte d'où ça vient. D'accord. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué pour la source. Donc il faut parfois extrapoler et après, les gens disent « Ah oui, mais il a dit n'importe quoi. » Si, on n'a pas dit n'importe quoi. Mais parfois sur des chiffres, en fait. Parfois même sur des chiffres, on augmente des chiffres parfois de 2 millions. Il dit « Ah non, non, c'est pas de bons chiffres. » Ok, mais c'est pas grave. Mais au moins, le fait était là, l'information était vraie, le chiffre est faux, tout simplement parce qu'il permet de pouvoir protéger la source. Dans ce cas, est-ce que vous êtes chroniqueur ou journaliste? Pardon. Non, mais vas-y. Chroniqueur ou journaliste, après, je ne sais pas trop quel est l'intérêt, que si l'information passe ou pas. Est-ce que c'est le statut qui donne la crédibilité à une information? Non, c'est l'information. C'est là l'authenticité de l'information. Mais oui, mais vous, demain, si vous avez des informations sensibles, vous vous poserez la question si vous êtes ce moment-là journaliste ou chroniqueur, ou si vous voulez protéger vos sources ou non. Parce que nous, à ce moment-là, notre intérêt d'abord, c'est de protéger la source. Parce qu'une fois que vos sources tarissent, le média tombe, le média meurt. Donc, à un moment donné, on sort un peu de la déontologie, comme on dit, et ça, c'est des sorties. Ah non, non, c'est des sorties qui sont calculées. C'est des sorties qui sont calculées. Parce que les informations que nous traitons, c'est pas des informations que vous trouverez aussi facilement dans la rue, en train de traîner, non. Parce que souvent, les sources, vous allez me poser des questions, mais pourquoi c'est telle personne? Parce que la personne est à un niveau, je dirais, d'information tel que vous êtes obligé de pouvoir la protéger, et pour la protéger, il faut parfois sortir un peu les rangs. On ne donne pas les noms des sources de toute façon. Non, c'est pas non. Quand vous gérez des informations sensibles, vous vous rendez compte que vous donnez le nom ou pas. Ceux qui connaissent l'information sauront d'où ça vient. Évidemment, mais c'est pas dit. Alors justement, continuons en parlant des sources. Quelle est l'actualité qui a marqué 2024 selon vous? Qu'est-ce que vous retenez 2024? Qu'est-ce que vous voulez nous faire sortir? C'est riche d'événements. Riche d'événements. Alors moi j'ai été impressionné par la CAN, pour commencer, la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est une formidable organisation, un public chaleureux. Je pense que c'est la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, avec des infrastructures de qualité qui et le public a répondu, c'était chaud. Le public a vraiment répondu. Je trouve que c'est une CAN extraordinaire qui a mis en valeur, qui a comme ça mis en lumière aussi les compétences du continent et le regain de l'intérêt du football africain. Et bravo à la Côte d'Ivoire. Et bravo aux journalistes aussi. Et bravo aux journalistes, effectivement. Bravo aux journalistes qui ont fait un travail formidable. Exactement. Ouais. Sur tous les plans, pour moi, c'est une CAN extrêmement formidable. Ils étaient au taquet. C'est quand même l'Afrique qui organisait un événement majeur. C'est ça. Et ça s'est bien passé. Exactement. Mais pour rester dans le même... les CAN, c'est toujours l'Afrique qui organise. Hein. Non. Je pense qu'il faut signaler. Quand tu dis le fait que ce soit un événement. Non, Sire.
un événement qui est organisé par les Africains et qui est une réussite. Une réussite. Il n'y a rien qui devait nous étonner que ce soit organisé par les Africains. Ouais, non, mais plus qu'il s'agit de la CAN. Ce qui est à signaler, c'est l'organisation formidable et la réussite, je pense. Alors, comparé à quel CAN? Comme ça nous permet d'avoir des repères. Non, mais par exemple, la CAN devra avoir lieu, si j'ai bonne mémoire, au Cameroun. Oui. Elle n'a pas eu lieu parce que les infrastructures n'ont pas été livrées à temps. Donc ça nous ramène quand même à la proximativité que nous avons sur le continent, par exemple. Merci. La comparaison, c'est du côté de la Guinée équatoriale. Par exemple, cette CAN-là, qui s'en souvient? Celle qui a été organisée en Guinée équatoriale. C'est vrai. Donc, c'est vrai. D'où l'importance de non, c'est important de les signaler. Et puis moi, en ce qui me concerne, j'étais aussi bien proche de cet événement parce qu'il y a eu un joueur de Vigneux, issu de Vigneux, dans la ville et qui a permis à ce que la Côte d'Ivoire soit au firmament. Ah, d'accord. Donc j'étais intéressé au premier plan. D'accord. Et aujourd'hui, il a même un stade qui est à son nom. À Vigneux, carrément. D'accord. C'était avant la CAN d'ailleurs. D'accord. Ok. Et toi, donc, ton événement, c'est quoi pour moi, je reviens parce que le fait d'avoir, je vous parlais de Copenhague tout à l'heure, j'ai commencé à couvrir les COP. Les COP, ceux qui connaissent, de l'environnement. Oui, l'environnement, qui est un thème à la mode. C'est la tenue, parce que Brazzaville organise beaucoup de conférences, de sommets. C'est la tenue de 3 bassins. Le sommet des 3 bassins. Ça, comme la CAN, peut-être, mais là, dans le domaine de l'environnement, le Congo a encore tenu son rôle. Et si c'est le Congo, c'est donc le président Denis Sassou Nguesso qui est quand même au fait de tout ce qui est environnement. Parce que, au niveau de l'environnement, je pense que c'est un fait qui m'a marqué. Et c'était aussi une réussite à Brazzaville. Que tu as couvert d'ailleurs. J'ai été sur place. Oui, il a eu de la chance, il est parti. Il a toujours de la chance. On ne sait pas comment tu fais, mais. Je n'ai pas de spécialité au niveau de l'analyse, mais le fait d'avoir fait au moins 3 COP, j'ai fait quand même Copenhague, Copenhague, ici à Paris. J'ai été à Bonn, où j'ai fait presque tous les jours la une des pêches de Brazzaville, la une pour un journaliste et tout. C'est pas facile. Voilà, donc du coup, je m'intéresse aussi. D'ailleurs, le studio vert ici nous rappelle le bassin du Congo. On ne voit pas que c'est vert. Il est dans le fond vert. On comprendra que c'est le décor en fait. Voilà, quand même. C'est vraiment un clin d'œil au niveau de l'environnement, de notre rôle du bassin du Congo. Et puis c'est important. Voilà, le paysage magnifique, forêt, vraiment grande forêt équatoriale extrêmement riche, en faune et en flore, écosystème particulier qu'il y a au Congo-Brazzaville, et enfin pas seulement au Congo, parce que c'est le bassin du Congo. Voilà, tu as le Cameroun, parce que quand tu arrives au Cameroun aussi il y a une grande forêt. Exactement. La RDC, la République démocratique du Congo. Le Gabon, donc c'est tout ce bassin. Voilà. Le bassin du Congo, c'est pas seulement le Congo-Brazzaville. Deuxième poumon mondial. Voilà, deuxième poumon. Voilà. Ça c'est au moins là c'est un point pour nous. Carmen, ton côté. Alors, moi, ce qui m'a marqué cette année, hormis les rendez-vous, j'ai l'habitude de spécialiser vraiment sur les affaires. Oui. Ce qui m'a marqué en politique, c'est le sommet de la francophonie. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a eu une participation assez active des Africains. Et aussi parce qu'ils ont inclus une partie des affaires avec le Francotech. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ça qui m'a marqué. D'accord. Alors, et Cyr, de ton côté? Alors, de mon côté, je vais peut-être prêcher pour ma chapelle. Donc, Guy Marius Okana, qui est le vice-maire de Brazzaville, qui s'est retrouvé dans une affaire qui l'a impliqué et qui a quasiment détruit sa famille, puisque il avait été accusé d'avoir violé sa belle-fille, et cela a fait en sorte qu'il ait été arrêté. Il a fui le Congo, il est revenu. On l'a jugé. Aujourd'hui, c'est un homme qui est libre. Mais ça a montré aussi, cette affaire, la fragilité de nos hommes politiques, qui souvent sont à un niveau tel qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent tout se permettre, rien ne peut leur arriver, mais
on a été nous-mêmes agréablement surpris de voir que cette affaire a été prise au sérieux par les autorités judiciaires, par les autorités politiques, par le gouvernement lui-même, et le résultat, nous le connaissons, ça permet en même temps de dire qu'aujourd'hui, même si on peut accuser beaucoup de choses, hein, que ce soit la presse en ligne que nous sommes ou la presse locale, on accuse beaucoup de choses, mais il y a parfois des victoires comme ça qui vous rassurent et qui vous permettent d'avancer parce que vous avez fait le travail qui est le vôtre face à quelqu'un qui était hyper puissant, qui avait quasiment toute la ville, haut placé dans le parti, je dirais, au pouvoir, mais qui se retrouve aujourd'hui dans une situation, je dirais, de citoyen lambda, puisque la justice est passée telle qu'elle devait le faire normalement. Ce ne sont pas, si je peux me permettre de compléter, ce ne sont pas que des victoires pour Ziana. Mais ah non, oui, c'est vrai, mais plus largement, parce que là, vous permettez quand même à la justice justice de bien faire son travail, et ça bénéficie quand même au Congo, donc je pense que c'est le pouvoir de la presse. Voilà, exactement. le quatrième pouvoir, hein, c'est bien ça, hein, qui demeure et qui reste. Alors, on va arriver sur la dernière partie avec vous, justement sur la projection de 2025. Je sais qu'on a beaucoup parlé, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout vidé, mais je pense que ça a été une bonne occasion pour nous. Donc pour 2025, quelles sont les collaborations que vous avez ou les programmes ou les associations que vous allez faire comment est-ce que vous voyez cette année 2025 en fait? Ben en tant que doyen, donc, et puis je saisis l'occasion d'ailleurs pour vous le dire, c'est un scoop. Ah, et ben, on aime les scoops. Moi, je vais aller au-delà. De 2025, je vais aller au-delà. Donc, nous serons en septembre 2026. J'aurai 70 ans. D'accord. Donc, je vais m'arrêter pour tout ce qui est la presse. Sérieux? Voilà. Donc, tu annonces ta retraite ici. Voilà. J'ai pris mon avant-dernière carte de presse cette année. Oui. D'accord. J'ai discuté avec après c'est étrangère. Ce sont des amis là-bas, ils ont dit mais on va te regretter. Mais bon, voilà, c'est pas le point. Mais je vous annonce donc que l'année prochaine, 2026. Je peux faire mon mouchoir déjà. J'ai été au-delà même de ce qu'on dit. Mais est-ce que le journaliste arrête? Moi je pense pas. Je pense pas non plus, je suis d'accord. C'est un métier officiellement. La retraite en France c'est 64 ans. Moi j'étais déjà au-delà, donc je vais faire 6 ans de plus que les 64 ans. On s'organisera pour te rendre hommage. Peut-être avec Ziana. Je saute l'année 2025 pour vous parler déjà de 2026. D'accord, ok, merci. Cette occasion, Marie-Alfred. parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de se voir ou de J'ai des invitations déjà à tirer, mais je ne les jamais. J'en profite. Peut-être pour 2025, hein, tu peux t'engager pour que les gens sachent ce que 2026. que tu viendras sur Ziana TV en 2025. On verra bien. Alors, il y a toujours de but comme 2025. Alors, il faut dire que nous avons, je vais juste parler de deux grands projets. Le premier, c'est que nous avons initié un partenariat avec la Caraïbe. Nous avons donc aujourd'hui la Caraïbe, en fait, les îles, si vous prenez la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et tout ça. Oui. Et nous avons donc aujourd'hui un partenaire là-bas, Jean-Christian Duquet, qui s'occupe en fait de gérer Ziana TV avec notamment des invités. Donc c'est bien que vous allez voir de plus en plus nos programmes seront ouverts et on a déjà commencé ça, voilà, vraiment diversifié et avec un axe assez complet. Ziana TV déjà Ziana TV, alors ça dépend des années officielles ou des années officieuses. C'est un peu comme, tu sais, soit on diminue l'âge ou on monte en fait. L'âge de quoi? L'âge scolaire, allez. Non, mais il faut dire que Ziana TV en soi, c'est depuis 2011 que nous travaillons. D'accord. Mais on a eu un essor très important à partir de 2015. C'est vraiment en 2015 avec l'actualité. Hein. Oui, avec l'actualité que nous avons connue à partir de 2015 au Congo, qu'on a vraiment été présent, beaucoup de gens nous ont connus. Donc il y a ce partenariat. Voilà, il y a ce partenariat avec la Caraïbe, donc avec les îles. Donc vous allez voir de plus en plus, et souvent c'est des personnalités de la culture un peu assez diversifiées, hein, des membres des îles qui vont passer sur Ziana TV. On a déjà commencé ça, mais cette année vraiment les choses vont se passer. Et après, dans le cadre de nos programmes, nous avons donc intégré dans nos productions l'intelligence artificielle. D'accord. Voilà, donc ceux qui suivent un peu Ziana TV, on a déjà commencé
à l'implémenter, et donc ça va vraiment s'installer là à partir de ce mois-ci. C'est donc une émission. Pour faire quoi exactement? Alors, nous avons donc des émissions qui vont être animées par l'intelligence artificielle. Ah d'accord, donc des personnages virtuels, fictifs. Est-ce que ça ne nuit pas à notre métier? Ça c'est la grande question. Ah oui. Ça c'est la question. Ah oui. Ça c'est la grande question. Ah oui. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de journalistes pour si, on en a, mais sauf que nous, vous voulez que ce soit des personnages au niveau des Diana TV, on a toujours été un peu en avance. On a toujours été en avance. D'accord. Faut faire attention. On a toujours été en avance. Vous savez, à un moment donné, on disait que... Il faut savoir faire les deux. Il faut savoir équilibrer. Mais la preuve, c'est que c'est moi qui suis là. C'est pas une intelligence artificielle. Sinon, on pouvait le faire. Non, mais il y a mon collègue Anthony qui est là, donc vous verrez que nous sommes encore des personnes entières. Il faut dire une chose, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de ces technologies. Comme tu le dis, c'est l'usage en fait qui va permettre à ce que l'humain garde sa place, la technologie garde sa place. On peut dire la même chose sur le papier. Nous avons cru à un moment donné que le papier allait disparaître. Ce matin, j'ai déjà vu ce matin au JT qu'il y a certains métiers qui ont disparu à cause de l'intelligence artificielle. Pas seulement à cause de l'intelligence artificielle. Depuis un certain, ça c'est un processus normal au niveau des métiers. Les métiers évoluent. Ils vont s'adapter. Les métiers évoluent. Bien sûr. Qui allumaient les lampes dans les rues de Paris. Aujourd'hui, maintenant on a des électriciens. Ça. C'est quelqu'un qui passait par tout. Non, mais c'est là. Qui allumait, oui. Caca une à une. Bien sûr. De Paris. Non, c'est vrai. Donc, nous avons commencé à intégrer l'intelligence artificielle. Nous avons donc un programme qui s'appelle Ziana Best of Week. Donc, qui fait en sorte que c'est l'intelligence artificielle qui fait la recension de nos diffusions de la semaine. Donc, c'est Ziana Best of Week. Ah, d'accord. Et ça nous permet... Voilà, les meilleurs de la semaine, mais ça va être présenté par une intelligence artificielle. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui... Tu as parlé Lingala Kituba français. Avec une voix féminine, masculine. Oui, si, avec une voix féminine. Ça dépend des programmes, en fait. Et il faut aussi dire une chose, c'est que aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet parfois d'aller un peu plus loin et de gagner du temps. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a un gain de temps qui est important. C'est un instrument de travail et donc nous l'avons déjà intégré dans nos programmes, donc ne soyez pas surpris pour ceux qui suivent Ziana TV. Voilà, donc nous avons une première animatrice qui s'appelle Marie Titoula. Voilà, c'est ça. C'est la première animatrice IA de Ziana TV, Marie Titoula, et qui présente donc le programme Ziana Best of Week. D'accord. En 2025, je souhaite lancer un centre de formation dans les métiers de l'audiovisuel au Congo. Ah d'accord. Parce que le 9 février 2025, ça va faire 21 ans que je fais ce métier. D'accord. Je pense qu'il est temps pour moi de transmettre ce que j'ai reçu. Donc l'idée, c'est d'aller former les jeunes journalistes, la future génération de journalistes, avec un accent sur le journalisme de solution. C'est ce que je veux apporter, c'est le journalisme de solution. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cette tendance du métier qui se concentre sur les réponses, sur les solutions aux problèmes sociaux, voilà, aux innovations. Donc voilà, j'espère pouvoir monter ce projet en 2025. Et j'ai monté une chaîne YouTube pour parler à la jeune génération et aux générations futures. J'ai commencé en fin d'année 2024. J'espère pouvoir continuer à produire du contenu en 2025 parce qu'on en manque beaucoup sur le continent. D'accord, merci beaucoup. Ça prépare ma relève. Merci. Carmen. Alors moi, j'ai pas grand-chose plutôt des projets que je vais essayer de mettre en marche pour 2025. Notamment l'émission Le climat des affaires. D'accord. Parce que j'avais déjà commencé à le faire avec les dépêches de Brazzaville, par des chroniques, les dépêches de Brazzaville. Et donc maintenant, je collabore avec Global Africa Télé Sud. Entre-temps, je voudrais dire que j'ai ma propre rédaction, AFC Actualité Afrique Centrale. Je me centre beaucoup plus sur le monde des affaires, l'investissement en Afrique, le financement, vraiment la question phare des entrepreneurs. Et je vais essayer, en plus de l'émission 3 en 1 Afrique, donc je cible 3 secteurs, la politique, le business et tout ce qui est événements culturels. Là maintenant, je vais me focaliser sur le climat des affaires, sur les guichets d'investissement, les entrepreneurs, c'est quoi le climat des affaires, comment faire toute la réglementation. Voilà pourquoi je m'intéresse à ton projet. Et puis, justement, les solutions, parce que les entrepreneurs seront là. Donc, voilà, en gros. D'accord, mais de bons projets que je vous souhaite de réussir. Et c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir beaucoup de temps.
à me consacrer. C'est vrai que c'est une édition spéciale puisque après je vais recevoir 3 autres personnes. Carmen, tu vas rester avec moi parce que tu as dit en rouge, j'aime bien. Le pouvoir. Voilà. En tout cas, j'étais très heureuse vraiment de vous recevoir ici. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Marie-Alfred. Merci beaucoup. Vraiment, c'est vrai que vous n'avez pas eu le temps. On ne dit pas tout, hein, mais au moins vous avez dit l'essentiel. Et on aura d'autres occasions pour. Ça nous permet d'avoir d'autres occasions justement. Pourquoi pas sur Ziana TV pour revenir. Juste un petit mot. Vous savez qu'en fait, Peggy, pour tout ce que tu es en train d'entreprendre, c'est très bien de garder le lien avec le pays. Et c'est, je pense, c'est le but de cette. Exactement. Parce que je rappelle que nous sommes tous d'origine congolaise. Hein, donc, nous n'oublions pas d'où nous venons. Nous sommes du Congo-Brazzaville. Je suis congolaise. Pas pour toutes, je suis congolaise. Voilà, on va se poser la question. Est-ce que c'est des Congolaises? Toujours. Quand on parle du Congo, ce sont les deux Congos, bien sûr. Voilà, exactement. Voilà. Enfin, je sais pourquoi tu dis. Voilà, on sait pourquoi il dit. Hein. Voilà, donc je vais recevoir, je vous libérer, messieurs. En tout cas, merci. Donc je vais recevoir Yann Akomo, Franck Posse et puis Anthony Mouyongi qui vont venir pour terminer cette émission avec moi. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et j'espère vraiment que tous les projets vont se réaliser, sauf pour Marie-Alfred qui a sauté l'année 2025 pour se retrouver en 2026, mais on va continuer à te garder avec nous. Dans tous les cas, Cyr, Prince et Marie-Alfred, on se retrouve comme d'habitude et comme toujours. Merci de nous avoir invités. Merci, même si j'ai pas réussi à tout vous faire dire, on dit pas tout. Et en attendant, on va rester justement sur l'une de tes chroniques, justement Prince, avec comme ça les gens vont avoir l'occasion aussi de découvrir. Merci. C'est parfait, merci. Merci. Bonsoir à tous, merci de rejoindre à l'entretien du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Mavila, présidente de la Fondation Eboko. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. En 2-3 mots, c'est quoi la Fondation Eboko? Alors la Fondation Eboko est une ONG internationale qui travaille sur plusieurs secteurs d'activité, dont la préservation du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, avec une réelle volonté de protection et de préservation. On est également dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, vous avez initié justement, avec d'autres femmes, un projet dénommé « Au-delà des larmes et de la douleur, la reconstruction ». Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Oui, alors « Au-delà des larmes et de la douleur, la reconstruction » est un projet d'accompagnement des femmes victimes de violences vers le chemin de la reconstruction à travers des ateliers d'art-thérapie, mais également à travers des formations pour permettre à ces femmes d'être autonomes financièrement. En termes de violences faites aux femmes, est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce que c'est hiérarchisé? On travaille avec toutes sortes de violences, en fait, les femmes qui ont subi toutes sortes de violences, mais c'est vrai que notre cible première reste les violences sexuelles commises en temps de guerre. Voilà, donc je reçois sur ce plateau après Marie-Alfred Goma, Cyr Makosso et Prince Bafolo qui sont partis maintenant. Donc je reçois Yann Akomo. Bonjour Yann, ça va? Bonjour Peggy. Ça va? Ça va bien, merci. Ok, alors Anthony, comment ça va? Je vais bien, et toi? Ça va bien, merci. Franck Posse, comment vous allez? Je vais bien. Je me permets de vous voir parce que vous faites partie du Conseil supérieur de la communication. Hein? D'accord. Voilà, merci. Puis bon, Carmen qui reste avec moi pour cette émission d'Estora Plus. Hein, avec Carmen. grand plaisir. Voilà. D'accord. Alors, Anthony Mouyongi, écrivain, en même temps journaliste de Ziana TV. Alors, tout à l'heure, je demandais à Cyr Makosso, qui est le promoteur de la chaîne de Ziana TV, que la matinale n'était pas la seule émission de Ziana TV. Il y avait d'autres émissions. Et toi, tu es journaliste, donc tu présentes quelle émission? Qu'est-ce que tu fais au sein de Ziana TV? Au sein de Ziana, je peux dire que je fais beaucoup de choses, mais qui ne se fait pas voir à l'antenne. À l'antenne, je présente le magazine. En fait, je m'occupe de tout ce qui est culturel au niveau de Ziana TV, et j'ai une émission qui s'appelle Ziana Culture. Et je m'occupe aussi de ce qui se passe en matière sportive quand il y a des événements, quand il y a l'actualité sportive l'exige. Et je suis en même temps aussi réalisateur, et parfois les émissions, quand Cyr Makosso est à l'antenne avec ses invités, derrière la caméra, c'est moi qui suis là, donc on ne peut pas me voir à ce moment-là.
Donc c'est un ensemble de choses, et comme à Zena TV, on n'est pas nombreux et on essaie d'être polyvalent le plus possible. Donc quand je suis à l'antenne, c'est Cyr qui assure la réalisation. Quand Cyr est à l'antenne, j'assure la réalisation. Donc vice versa, on se complète comme ça. Et puis on a d'autres collaboratrices qui viennent nous aider. D'accord. Et comment tu arrives en journalisme, Anthony? Un peu comme par hasard ou bien? Non, c'est pas par hasard. Pour moi, c'est un parcours de vie qui me tendait vers ce métier. Parce qu'il m'est arrivé une fois, ma mère, de me dire qu'elle n'était pas surprise de me voir être journaliste. Quelque part, dans sa tête, elle disait que je devais faire un métier qui me mettrait forcément en contact avec le public, ou journaliste, ou avocat, ou enseignant. Mais comme mon père était enseignant, je voulais pas qu'il y ait une dynastie d'enseignants dans la famille. Même si dans mon parcours de vie, j'ai enseigné aussi au collège et au lycée, donc pour montrer une certaine polyvalence. Je suis arrivé au journalisme, c'est un rêve de gosse depuis que je suis tout petit. Depuis, je crois, la première fois que j'ai vu la télé, la première fois que je suis allé au cinéma, j'ai été attiré par tout ce qui est caméra, tout ce qui est image. Et je me suis dit, je dois faire ce métier. Je passais beaucoup de temps à regarder Télé Congo, à regarder Jean-Gilbert Foutou, à regarder Gabio, à regarder Jean-Claude Kakou, et à essayer de m'imaginer à être à leur place. Je me dis, bon, je ferai ces métiers, et j'ai suivi un parcours normal avec le département des sciences et techniques de communication à la faculté des lettres et des sciences humaines à Bayardel, et donc jusqu'à l'obtention du diplôme. Et puis j'ai commencé mon stage à Radio Brazza, et après j'ai bouclé à Brazzaville et je suis allé à Pointe-Noire, où j'ai fait pratiquement toute ma carrière avant d'arriver à Paris. D'accord, ok. D'accord. Et toi, Yann, caméraman, on dit le caméraman de la presse présidentielle, mais aussi le caméraman du pape, parce que tu as rencontré le pape, l'un des papes, disons. Hein? Comment tu arrives là? Exactement. Moi, le métier de l'audiovisuel, je l'ai connu dès le bas âge. Dans l'environnement, j'avais des oncles qui utilisaient plus des caméras à l'époque, les H8, les grosses caméras. Et après l'âge avancé, je me suis dit, il faudrait que je prenne bien avec le métier de l'image. Mais je ne vais pas apprendre le métier sur l'État. Malheureusement, à Brazzaville, il n'y avait pas de centre de formation pour des techniciens d'audiovisuel. Donc, j'étais obligé d'aller de l'autre côté. À Kinshasa? À Kinshasa, je suis allé à l'Institut congolais d'audiovisuel, où j'ai appris le métier, donc assistant de réalisation, montage, caméra, ainsi de suite. Je suis revenu à Brazzaville, j'ai passé mes stages et j'ai commencé à travailler à une chaîne de télévision qui était sur place, c'était CB+. Et ensuite, CB+ s'est fermé. J'ai intégré ainsi de suite la direction de la presse présidentielle. J'ai travaillé pendant plus de 9 ans avec le président de la République, où j'accompagne à travers le monde entier. Ensuite, je suis arrivé à Paris. À Paris, je suis arrivé, j'ai dit, je vais travailler, je vais continuer avec le métier. Donc, j'ai pris une inscription à ESRA, École supérieure de réalisation d'audiovisuel dans le 15e, où j'ai passé 2 ans aussi de formation. J'ai obtenu mon diplôme. Et j'ai commencé à travailler sur la place de Paris. J'accompagne les institutions, pas seulement du Congo, de la Guinée équatoriale. Je suis en collaboration avec l'ambassade de la Guinée équatoriale. J'ai monté ma boîte de production qu'on appelle la Coms Production, où j'accompagnais des journalistes qui arrivaient sur la place de Paris. Il arrivait, il est seul, il n'a pas de technicien. Moi, je l'accompagnais, ou je mettais à disposition du matériel qui l'accompagnait pour ses activités. Et le dernier, j'ai fait aussi de l'événementiel. J'ai couvert le concert de Roga Roga au Casino de Paris, où j'ai mis à disposition de Roga mes caméras, mon équipe et les amis. Roga qui a d'ailleurs un concert au Casino de Paris, justement. Non, au Zénith de Paris, le 1er février. Le Prince, on a parlé. Exactement. Au Zénith de Paris, ce sera en février. Le 1er février. Voilà, en février. Voilà, donc on ira le soutenir, mon amboka, comme on dit. Alors, monsieur Poss, qui a un nom, on va pas élucider, puisque nous sommes tous des Congolais. Vous êtes l'un des frères l'un de vos collègues, mais vous n'êtes pas du tout du même milieu professionnel, parce que vous êtes un peu au-dessus de nous, puisque c'est vous qui nous contrôlez. C'est le Conseil supérieur de la liberté de la communication que vous représentez ici en France. C'est bien ça, monsieur Franck Poss. Effectivement, Franck Poss. Normalement, c'est François Poss, mais
depuis le jeune âge, même les parents, les frères et sœurs m'appellent toujours par Franck. Sinon, sur papier, c'est François Posse. D'accord. Voilà. Et donc, votre mission, à vous, à Paris, c'est quoi exactement? Bon, ben, d'abord, comment je suis arrivé à la communication? Parce qu'il faut d'abord partir de là. Okay. Je sors de l'étranger en 2009. L'étranger, c'est quoi l'étranger? Ça veut dire que j'étais hors le pays pendant beaucoup d'années. De quel pays? J'ai fait l'Afrique du Sud. D'accord, donc en Afrique du Sud. J'ai fait la Nouvelle-Zélande. Oh. Voilà. Et c'est là où j'ai passé plus de 12 ans. D'accord. Voilà. Et en 2009, je rentre au pays. Entre au pays, je suis nommé attaché, chargé des médias et des relations avec le Parlement, du ministre de la Communication. Bienvenue au Kémi. Donc, c'est de là que je découvre le monde de la communication en tant qu'administrateur. Hein. Voilà. Donc, du coup, pendant des années, je vais travailler à la communication, au ministère. Et puis après, bon, quelques années après, après le départ du ministre Bienvenue au Kémi, je suis toujours dans la communication, mais cette fois-ci dans le privé à Azur. Bon, en fait, dans le privé à Azur, je pourrais dire que c'était juste un coup de main que je donnais au PDG de Azur Congo. Au Bambi. Jean-Bruno Bambi. Jean-Bruno Bambi, que je connais très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, du coup, j'étais là pour gérer un projet entre la RDC et le Congo-Brazzaville, qu'ils appelaient Projet Congo-Col. Voilà. Et après ça, je suis toujours dans la communication, je suis nommé au Parlement, dans la commission éducation, culture, sciences, information et technologie du Sénat. D'accord. Voilà. Et c'est de là que je me retrouve à Paris en mission. Et puis après, bon, voilà, toujours comme étant serré et puis surtout avec une collaboration nette avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, parce que malgré que j'étais à la communication au ministère, mais j'entretenais toujours une collaboration avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, surtout dans le domaine administratif, parce que j'ai eu à proposer même un document administratif au Conseil supérieur de la liberté de communication, bien avant que je sois effectivement aujourd'hui consultant, représentant le Conseil supérieur de la liberté de la communication ici, en France. En France, d'accord. Voilà. Et votre mission, en fait, ici, ça serait exactement? Effectivement, ici, je suis là plus sur le partenariat. Ça veut dire que le partage d'expérience, négocier des formations, pour les journalistes du Congo, effectivement, qui puissent venir, il y a des formateurs qui arrivent au Congo. Ça, c'est effectivement ce que je dois faire en 2025, parce que je m'installe encore, hein, ce qui est vrai. Je m'installe. Donc, du coup, ce que je dois faire dans mes missions, il me faut faire asseoir un partenariat sérieux entre les pays d'Europe, pas seulement la France, et le régulateur qui est au Congo, qu'on appelle Conseil supérieur de la liberté de communication. D'accord, dont le président est Philippe Mbo. Philippe Mbo. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Posse, pour cet éclairage sur le rôle, justement, votre rôle ici à Paris, du Conseil. J'ai aussi mission de recadrer les discours dans les réseaux sociaux. Ah, d'accord. D'accord, parce que vous avez commencé. Là, vous avez du boulot. Voilà. C'est pas facile parce que ça vient de partout. Et c'est toujours difficile. Comment on fait pour recadrer? On essaie de soigner les écritures. Quand il y a une écriture pas bien, on peut toujours recadrer. Oui, mais l'écriture. On apporte une bonne écriture. Mais de qui? De n'importe qui, puisque les réseaux sociaux. Mais vous vous rendez compte du travail que vous avez à faire? Ah, ben voilà. C'est ce que m'a même dit le représentant de l'UNESCO au Congo, ici, au bureau de Paris, le ministre Henri Ossébi. Il me dit, mais boss, tu as du boulot, hein? Parce que vous recadrez les écritures sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. Beaucoup de courage, surtout qu'aujourd'hui on parle de liberté et les réseaux sociaux ont cet avantage ou bien désavantage, je ne sais pas, de donner la parole à tout le monde. Hein. C'est celui qui se lève qui veut dire quelque chose qui le dit. Hein. Voilà. D'accord. Alors dites-moi, quel est le fait marquant de cette année 2024 pour vous? Qu'est-ce qui vous a marqué en 2024, qui a retenu votre attention, ou bien qui a un peu chamboulé les choses pour vous? Pour moi, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Pour un passionné de culture et de foot, toute ma vie, quand il y a une compétition, je suis comme dans une bulle. Tout le reste cesse un peu d'exister, je suis concentré. Donc j'ai passé beaucoup d'années à regarder les JO à la télé. Et là, je me retrouvais enfin dans une ville qui organisait
les Jeux Olympiques. Donc j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets, donc je savais pas. Et tu es parti assister à une compétition? Ah oui, je suis allé passionné de foot. Je suis allé assister à 2 matchs de football qui concernaient les équipes les Aigles du Mali. Donc j'ai passé un bon moment au Parc des Princes, et puis en dehors de ces moments-là, dans les fan zones, c'était de l'ambiance, et dans les rues de Paris aussi, on sentait une atmosphère différente, c'était vivant, il y avait beaucoup de langues étrangères, il y avait beaucoup d'étrangers, donc rien que cette ambiance-là, j'ai passé un été magnifique, et je crois que l'année 2024 se résume en termes de ces moments-là passés pendant les Jeux, vibrer sur le terrain, à la télé aussi, et dans les fan zones, ça a été un fait très marquant, et ça va marquer toute ma vie. Je ne sais pas si un autre moment de ma vie, je me retrouverai dans une ville qui organise les Jeux Olympiques, peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'était c'est l'événement majeur. D'accord. Yann? Oui, moi, pour l'année 2024, je parlerai plutôt que le reportage qu'on a réalisé avec toi pour l'inauguration de la cathédrale. Oui. Oui. Et c'était un moment très important parce que d'abord de la grandeur de l'activité, ou encore vraiment de la scène de l'inauguration. Bon, étant chrétien, bon. Donc ce moment-là, et puis la prouesse technologique aussi. Exactement. Ce n'était pas facile. Ah oui. Et exactement. Je parle également pour les Jeux Olympiques parce que on a rencontré également avec toi, on était obligé d'aller sauter pour aller au village olympique, pour rencontrer les athlètes. Oui, c'était magnifique, le village comment ça olympique. se passait. Oui, c'était un bon moment pour moi, étant que reporter, étant qu'humain. D'accord, ok. Alors, Carmen, j'ai déjà demandé pour toi, ou tu as autre chose à ajouter par rapport à ça? Bon, les événements marquants, comme on l'a dit, il y a, j'ai dit tout à l'heure, j'avais parlé du sommet. Évidemment, il y a eu les Jeux Olympiques, évidemment, il y a eu Notre-Dame, Notre-Dame que j'ai vraiment particulièrement apprécié aussi, avec la venue du président, parce qu'il n'y avait pas beaucoup... Regarde, on ne sait pas comment c'est trié sur le volet. Le président Sassou rencontrer Donald Trump, et moi, je n'avais pas pu avoir mon accréditation pour la cathédrale. J'ai fait ma demande en retard. Mais par contre, j'étais aux activités parallèles. Et justement, en parlant de demande d'accréditation pour nous journalistes, il faut savoir que c'est très important de faire sa demande d'accréditation à temps, surtout dans les pays dans lesquels on se trouve. Lorsqu'on donne un délai pour la carte pour demander une accréditation, il faut saisir ce délai et ne pas se dire qu'on pourra se rattraper au dernier moment, parce que ça ne se fait jamais, c'est pas possible ici. Surtout quand il y a des présidents et certaines autorités qui sont présentes et tout. Voilà à peu près sur le... Donc ce sont des faits marquants pour ça. Des faits marquants parce que j'ai été justement au dîner des chefs d'État, des événements marquants à l'Élysée, Trump. Je fais souvent des couvertures là-bas, et c'est vraiment... comment je peux dire, ça m'apporte beaucoup, parce que là, j'aime bien la presse en fait, j'aime beaucoup les journalistes, j'aime beaucoup les rencontrer, j'aime beaucoup les coulisses, le côté coulisses, et surtout c'est très important de se faire du réseau, parce que ça nous permet de travailler aussi. Oui, parce qu'après... Exactement, le réseau, c'est même ça qui nous a aidés pour les Jeux Olympiques. À la dernière minute, on était accrédités, mais vraiment à la dernière minute, parce qu'on avait le réseau, on avait des amis, des collègues qui étaient dans le circuit pour donner les cartes de presse, les accréditations. Voilà. Donc en fait, la force du métier, c'est aussi ça. Si on ne se connaît pas, on n'a pas le maillon. Moi, j'ai toujours dit, c'est comme on parle de la chaîne, c'est l'ensemble des maillons. Donc c'est même ça. C'est même ça dans notre métier. Et on rencontre des confrères de différents pays, c'est vraiment très qui invite après à venir, à faire connaître l'événement dans notre pays. Voilà, et surtout quand on a besoin d'informations pour écrire un article, on est en contact avec un confrère, ou de la communication présidentielle, ou voilà, on a l'information. Exactement. C'est très important. Et Franck, vous, c'est quoi l'événement marquant de 2024? Qu'est-ce que vous voudriez... J'explore encore cet environnement, et puis voilà, il y a beaucoup d'événements que j'assiste, et je me dis bon... Et en 2024, il n'y a pas d'événement majeur qui a marqué pour vous Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que
je suis plus renfermé pour le moment. Je vois les choses de loin et puis c'est vrai que j'analyse et puis bon, de toute façon... Vous êtes dans votre rôle de régulateur, disons. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, et pour 2025, les projets, Anthony, ça serait quoi? Parce que bon, si on nous a tout dit, peut-être quand le chef a parlé déjà. Le chef a parlé, on n'a pas grand-chose à dire. Sur 2025, je veux accentuer non pas sur le côté journalisme, mais sur le côté un peu personnel, parce que je suis depuis quelques mois sur un manuscrit, un texte que je voudrais faire publier. Donc j'ai encore 11 mois d'ici la fin 2025. Je suis sur un sujet que je traite depuis quelque temps et je me dis que je dois le finir cette année, peut-être pour un second ouvrage avant 2026. D'accord, super. Yann, des collaborations, nouvelles collaborations, des projets peut-être en cours? Oui, des projets en cours, il y en a, parce que je suis un jeune qui a commencé dans le métier très jeune. J'ai commencé, j'avais 21 ans. Et avec Acons Prod, j'ai vu que j'ai accompagné des gens, Après, j'ai toujours pensé dans la tête que pour qu'il y ait une télé, il faudrait qu'il y ait une caméra. S'il n'y avait pas la caméra, il ne devait pas avoir la télé. Ça serait de la radio. Oui, on est d'accord. Ça serait de la radio. Donc, comme j'ai pensé que j'ai mis du temps dans le métier en tant que cadreur, en tant que réalisateur, et maintenant je vais sauter le pas. Donc j'ai pensé avec mon équipe, avec des amis, de monter une télévision. Pas seulement une web télévision, mais vraiment une vraie chaîne de télévision. Certes, ça va nous prendre beaucoup de temps. Oui, parce que quand je vois comment Cyr a commencé avec Diana, je tremble déjà pour toi. Oui, exactement, je sais, mais je connais les aléas du métier, je connais un peu les difficultés. Et cette chaîne, comment elle s'appelle? C'est Kassima TV, j'ai donné le nom. Kassima, c'est la force. Makassi, c'est l'inverse de la force. Donc c'est Makassi. La force, c'est ça qu'on se dit, il faut se donner la force. Il faut se donner la force pour aller de l'avant. Donc c'est ce projet-là que j'ai en tête avec mon équipe, qu'on essaie de mettre en place et avancer peut-être fin 2025, on pourra voir la lumière. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à ça? Moi, personnellement, je suis sur un recueil sur tout ce que je vois ici. Je pense que d'ici 2025, je pourrais finir mon document. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui arrive à... On commence à un recueil, on commence à un livre. C'est difficile à terminer. Hein. Voilà. Donc, je me battrai pour ça. Et puis, surtout faire asseoir un partenariat sur eux, sur la formation, qui pourra profiter aussi aux journalistes de la place. Ouais, parce que moi... Personnellement, je suis un humaniste. Voilà. Au Congo, ceux qui m'ont connu à la communication, en tout cas, j'ai toujours reçu tout le monde. Voilà. Donc, j'ai de bonnes relations avec tout le monde parce que je ne vis pas dans l'impartialité. Voilà. Et c'est ça qui fait un peu... D'accord. Et selon vous, par rapport à... J'aurais dû poser ça peut-être à Prince, qui est le spécialiste des artistes, mais nous avons Anthony qui est là. Voilà. Quels sont les artistes ou mouvements musicaux qui ont marqué 2024? Ça, c'est pour tomber sur Roga Roga, parce que bon, on va tomber sur Roga Roga. On pourra s'empêcher de parler de Fally Ipupa. Avec c'est quoi l'Arena? Oui, c'était l'Arena. Oui. Mais seulement, moi, dans ma façon de travailler, je regarde pas trop les artistes connus, les stars, je regarde pas les Roga, je regarde pas les Ferré, je regarde pas les... Ils ont déjà trop de lumière. Ils ont déjà trop de lumière. Je me dis que parler de Koffi Olomide, ça viendra c'est comme mettre une goutte d'eau dans l'océan. On a déjà trop dit des choses sur Roga Roga, les bonnes comme les moins bonnes, c'est pas. Et moi, j'essaie de faire attention sur les artistes qui essaient d'émerger sur les réseaux, faire des découvertes. Et je suis en ce moment très attiré par une jeune fille qu'on appelle Mariuska, qui fait du slam aussi. Voilà. Je suis son travail. Et puis il y a Nestalia aussi, qui est dans le même courant. Donc c'est deux jeunes filles. Et puis à côté, il y a aussi Mwasi Moyindo. Donc dans ce courant-là, c'est ça, ce genre d'artistes qui m'intéresse parce que le contenu de leur œuvre me parle, parce que parle des soucis, des problèmes du quotidien, les problèmes que vivent les Congolais,
qui sont également identiques aux problèmes que vivent tous les Africains en majorité. Donc ce n'est pas juste de la musique, ce n'est pas juste du slam, ce n'est pas juste de l'amusement, mais ça conscientise, ça nous fait réfléchir. Et je fais plus attention à ces genres d'artistes. Le jour où elles auront beaucoup de lumière, je vais m'intéresser à d'autres. Et puis il y a aussi en termes de comédie, il y a un jeune de Pointe-Noire qui depuis un certain temps, Momokaba, fait. Donc il fait quoi Momokaba? Il est humoriste, mais il le fait en Kituba. Donc pour ceux qui ont vécu à Pointe-Noire, quand tu parles, on se retrouve et je suis ce genre d'artiste encore inconnu. Ça fait plaisir. On se dit que le Congo est un pays culturel et qu'avec un peu d'effort, avec un peu de moyens, on aurait plus que ce qu'on a. D'accord. Mais moi, plutôt, je parlerais de... Lui, il parle de ceux qui ont moins de la lumière. Moi, je parlerais de ceux qui ont la lumière. Cette année, pour les événements culturels, ce qui m'a marqué le plus, c'est le concert de Double Jazz Arena de Ferregola, qui était un beau concert. De 9000 personnes à la place de la Porte La Chapelle. Une salle de 9000 personnes où il a joué 2 jours, samedi, dimanche. Plein. Ah oui, plein. C'était plein sold out. C'était trop bien. Il y avait la bonne musique. J'aime la musique. Hein. C'est qui déjà comme artiste? C'était Ferregola. C'est les Gaulois? Non, je ne suis pas un Gaulois. Je suis un mélomane de la bonne musique. Parce que j'ai été au concert de Fally Ipupa aussi à Rio Arena. Et j'ai été à Double Jazz Arena de Ferré. Ensuite, je suis parti à Genève, même pour suivre le concert de Ferregola. Et j'ai été également au concert de Casino de Paris de Roga, qui était aussi un beau concert. Toutefois, Roga, pour les concerts, il joue toujours de beaux spectacles, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et puis j'avais aimé. Donc dans ce contexte culturel, ce sont tous ces éléments-là qui m'ont marqué, sans compter dont j'ai parlé des Jeux Olympiques. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour ces partages. Je vais vous donner 2 petites minutes à chacun pour terminer l'émission avant que je puisse donner le programme de la prochaine émission avec Christelle Bayonne. Alors Carmen, une petite minute, qu'est-ce que tu voudrais dire que tu n'as pas eu le temps de dire, ou est-ce que tu as vidé tout ton sac ou... Non, on ne vide jamais tout son sac. Voilà. Tu nous as pas parlé de Hada, tu n'as pas parlé de... Non, je n'ai pas parlé de la Hada, je n'ai pas parlé de l'art du bassin du Congo, je n'ai pas parlé de beaucoup de choses, de l'émission sur les femmes. Voilà, donc tu as une émission sur les femmes? Oui, sans compromission, qui va bientôt paraître. Où ça, ici en France, avec Global Africa Télévision. Ah d'accord, super, bah, écoute, j'espère pouvoir... Sans compromission. Ok, super, vraiment intéressant, donc je l'espère. Ça parle des femmes Oui, ça va parler des femmes, en fait des femmes, celles qui ont réussi à dépasser, à briser le plafond de verre sans se laisser corrompre. D'accord, disons. Mais c'est des femmes de tous les horizons, qu'elles soient à la maison, qu'elles soient à l'école, qu'elles soient au marché, qu'elles soient vraiment présidentes de la République. On va parler de toutes ces femmes-là qui ont réussi sans se faire compromettre par ni le problème de la société, l'argent. Et puis voilà, c'est surtout ça l'émission, et ça permet, moi, en fait, comment je peux dire, ma motivation était de transmettre les valeurs morales que l'Afrique a. D'accord. Et je pense que l'Afrique a un grand rôle à jouer dans ce sens-là dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup parler d'Afrique, c'est transmettre ces valeurs, ces valeurs morales. Voilà. D'accord. C'est ça. D'accord. C'est un autre projet. Ben super, hein, merci de l'avoir partagé. Hein, parce que tu allais repartir avec. Franck, alors en quelques minutes. Je l'ai déjà dit, 2025 pour moi, il faut faire asseoir une collaboration franche entre le Conseil et les régulateurs d'ici. Et ça profiterait aussi aux jeunes journalistes ou anciens journalistes qui sont ici sur la place de Paris. Et puis voilà. Ça, c'est ma priorité pour 2025. S'installer dignement et puis faire le travail comme il le faut. D'accord. Et pour ça, je pense que j'ai besoin de l'accompagnement de tout le monde, tel que là, vous m'avez reçu. Voilà. Je vous dis déjà merci en passant. De rien, je vous en prie. C'est un peu ça.
Je suis là, faut pas que les gens aient peur de moi. Non, surtout pas. Je suis très humaniste, j'insiste. Je suis très humaniste. Je suis très coopérateur. D'accord, non, pas ici. Voilà. Merci Franck. Alors Anthony, j'avais oui, un petit mot pour... Un petit mot pour finir. Je dirais aux téléspectateurs que il faut rêver. Il faut être rêveur, il faut croire aussi en ses rêves. Ça, c'est ta fibre. Il faut se donner aussi les moyens de réaliser ses rêves, mais il faut aussi avoir la lucidité nécessaire de comprendre sur son parcours si le rêve est possible ou non. Oui. Il faut avoir la capacité de se dire que j'avais rêvé de faire telle chose, mais le destin ou la vie m'offre un autre schéma. Il faut avoir la capacité de s'adapter, de se dire que ce rêve ne peut plus se faire tel que je le voyais comme enfant. Et je le réinventer, effectivement, je le fais l'adapter parce qu'on a reçu ici Marie-Alfred qui était comptable, qui s'est réinventé pour devenir journaliste, Prince qui était destiné à faire des études de comptabilité ou de droit. Voilà, on peut se réinventer. Un témoignage pour vous appuyer. En 2009, quand je rentre au pays, je rencontre un journaliste qui s'appelle Judas Maïla. Et on réfléchissait avec le ministre parce qu'on voyait en lui quelque chose de bien. Mais il n'était pas encore présentateur de journaux. Et c'est là où le ministre Kémy me dit, mais bon, tu vas à la télé, tu ne trouves pas que ce garçon-là peut nous donner quelque chose de bien? J'ai dit, excellence, on va essayer de voir. Et c'est là où nous avions organisé pour la première fois une émission avec, c'était une dame qu'on appelait Aïcha Loukoukou, mutualisée, il s'est mis en couple avec Gédas. On avait intitulé cette émission La Grande Émission. C'était en fin d'année. Et c'est là où le ministre me dit, mais attends, il peut bien donner. Hein. Ouais. Et après, Gédas Maïla. Juriste d'abord. Juste pour parler de ça, mais moi, au début, je ne voulais pas être journaliste. C'est vrai que j'ai commencé en année de droit. J'ai fait une année de droit avant de partir en journalisme. Donc, vous voyez un peu que ça match. Ça match bien. Voilà, d'accord. Oui, donc, c'est ça. Il faut se réinventer de temps en temps. Il y a 10 ans ou 20 ans, si on m'avait dit que je serais là avec Zana TV, je ne l'aurais pas cru. Parce que l'expérience que j'avais de la télé, c'est la télé traditionnelle. La radio, moi, c'est la radio qui me passionnait le plus. Donc, la vie a fait que je me retrouve là et je me retrouve dans une nouvelle expérience. Donc, c'est toujours le même rêve qui continue, mais sous une autre forme. Donc, il faut être capable de rêver, de se donner les moyens, mais aussi d'être lucide si le rêve... ne marche pas, on change. On a la capacité en tant qu'être humain de prendre un nouveau chemin. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence, pour vos partages, pour tout ce que vous m'avez donné à travers cette émission. Moi, je me suis régalée en tout cas avec vos parcours inspirants, tout ce que vous avez dit sur ce plateau. J'espère au moins que vous avez passé un bon moment avec moi. Oui, bien sûr. Malgré les 0 degrés qu'il fait dehors. Je tiens à remercier vraiment pour la réalisation Paul Malonga, Jean-Claude Mwanda, Thierry Loukeba et la production de Lolo Moutina Le Cœur, Papa Lolo, qui nous accompagne aussi dans la réalisation de cette émission Diaspora Plus. C'était une première. J'avais voulu vraiment donner la parole à mes amis journalistes, à mes collègues qui travaillent, sont toujours dans l'ombre et qui éclairent les autres, et leur donner la possibilité de pouvoir un peu se dévoiler un peu, pas trop, mais ils se sentent un peu dévoilés. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Christelle Bayonne, qui est artiste par passion, juriste de formation et écrivain, écrivain maintenant par conviction. Et il y aura la dédicace donc de 2 livres samedi prochain à Savigny le Temple, à la bibliothèque, c'est la bibliothèque, j'ai oublié le nom, mais vous tapez Savigny le Temple et vous trouverez le programme de Christelle Bayonne donc sur Facebook. On le retrouvera pour l'émission de Diaspora Plus, consacrée justement à cette dédicace, mais aussi à tout son parcours assez atypique, artiste, qu'on appelle Didier Zidane aussi. Didier Zidane, oui. Je voulais également demander aux collègues, aux confrères aussi, éventuellement, pouvez-vous
vous abonner à nos pages Facebook, voilà. YouTube. Tu sollicites le like. Voilà. Exactement. Si on se donne pas la force. Exactement. Donc, essayez de liker. Moi, je suis déjà abonné à Ziana TV. On va liker Kassima TV. Voilà, oui. Un message aux autorités congolaises que nous accompagnons. Voilà, que nous accompagnons tous les jours. Que nous accompagnons tous les jours. Quand vous avez des journalistes, vous les avez vus, vous nous voyez, des journalistes talentueux, des journalistes qui ont qui ont des choses à dire et qui vous accompagnent dans vos activités, dans vos projets. Ils sont ici sur la place de Paris et toujours disponibles. Vous avez leur contact, donc n'hésitez pas à nous utiliser et à travailler avec nous. On est là pour ça. Je pense que c'est clair comme ça, Carmen, ou bien sûr. Non, ça va. Ajouter autre chose. Voilà. Donc nous sommes là, des Congolais bien rompus à notre tâche, à notre travail. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite donc une excellente soirée. Diaspora Plus, c'est fini. Vous pouvez reprendre votre programme. Merci.